Sans une tuberculose mal soignée à l'adolescence, c'est un professeur de tennis et non un professeur de médecine mondialement reconnu que l'on accueillerait aujourd'hui. Vous ne le croyez pas? Alors suivez les pas et l'histoire de Claude Grigelli entre sommité et simplicité. Bienvenue dans votre vie, Claude Grigelli. Merci. Bienvenue, cette vie qu'on va retracer à travers les photos marquantes. Oui, très bien, avec plaisir. Eh bien, on va commencer par ce mur, c'est l'enfance, Oui. si vous le voulez bien. Eh bien, vous allez me les raconter une à une. Là, qui on voit là? Alors là, vous avez mes deux grands-parents paternels, Joseph et Joséphine. Joseph est de Vetsagne, Joséphine est d'Alézagne, avec leurs 4 enfants. Sur la gauche, vous avez François, mon père, qui était ingénieur des travaux publics, et ses 3 frères, Marcel, Ange et Pierre. Et Pierre. Mais surtout, la particularité de cette photo, c'est qu'on est au Maroc là. Alors, on est au Maroc, en On effet. est au Maroc parce que Joseph, justement, Oui. Grigelli, il est parti au Maroc. Il a fondé là-bas sa famille et il a travaillé au Maroc. à fait, C'est ça, exactement, hein? oui, Qu'est-ce qu'il exactement. est allé faire là-bas, lui? Il était ingénieur aussi, Ouais. des ponts, et est parti avec le maréchal Lyautey, rejoindre le maréchal Lyautey, qui, comme je le savais, a dirigé le protectorat français au Maroc. Et il a participé à la construction des ports, des routes, des ponts. Et mon père a fait l'école des travaux publics. Exactement. Mais votre père, on va le retrouver là. C'est lui, Voilà, là. Hein? c'est lui. C'est lui. Là, doit avoir, Allez-y, Là. avancez un petit peu. il doit avoir là 35 ans, quelque chose comme ça. Hein, j'ai beaucoup aimé, il était grand sportif. Il était spécialiste du 400 mètres, et du 400 mètres haies. Et il m'a donné le goût à la fois de la rigueur du travail et du sport, que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais surtout, votre papa, il va y avoir un drame quand même. Vous allez le perdre dans un accident de la route quand Voilà. vous avez 15 ans. Donc vous êtes Exactement. orphelin très tôt quand même, Claude. Je suis orphelin très peu, effectivement, il m'a beaucoup manqué. Mais mon grand-père paternel, comme on l'a vu tout à l'heure, Joseph, m'a beaucoup aidé, parce que c'est lui qui est survenu à mes besoins. Ma mère, qui était originaire de Cherviogne, ne travaillait pas. Et c'est mon grand-père paternel qui m'a aidé après le décès de mon père. mais justement, vous avez parlé de votre maman. On va aller la voir, elle est un petit peu plus loin, venez. Oui. On va aller la voir. Mhm. C'est là-bas que ça se passe. Oui, Votre maman, Virgiti. voilà, C'est la famille, hein? la famille Virgiti, oui, Alors c'est j'ai ça. mis exprès, regardez, j'ai Oui. mis exprès 2 photos côte à côte. Oui, Votre mère, c'est la toute petite là, qu'on Voilà. voit sur le côté. c'est la toute petite, effectivement, avec sur la gauche Annonciade, qui est décédée d'une tuberculose vers l'âge de 18 ans. Oui, parce que c'est la même photo qu'on voit à côté. On voit qu'il manque Annonciade. Et ça, c'est tous les frères et sœurs Effectivement. de votre maman. Et ça, c'est une photo que j'ai prise lorsque j'avais 18 ans. Et j'ai demandé à ma mère et à ses frères, Annonciade n'étant malheureusement plus là, de se mettre exactement dans la même position qu'ils étaient dans la première photo qui avait dû être faite dans les années, je ne sais plus, 1920 peut-être, quelque chose comme ça. Vous allez vivre au Maroc quand même. Oui. Hein. Vous allez venir que tous les 2 ans en Corse, parce Oui. qu'à l'époque, on avait des vacances que tous les 2 ans. C'est ça, oui. Votre enfance au Maroc, comment vous pouvez la qualifier? Est-ce qu'on peut la qualifier, on va aller à côté, Oui. si vous le voulez bien, justement, de sportive? Écoutez, oui, c'était à la fois le bonheur, puisque finalement au Maroc, il y avait une grande décontraction. On était vraiment très décontracté. Puis une vie sportive. J'ai fait beaucoup de tennis dans ma jeunesse, jusqu'au jour où je n'ai plus pu en faire. Et quand je Et venais... vous étiez doué au tennis, parce qu'en cadet, vous êtes Oui. sélectionné pour faire Roland-Garros tennis Exactement, quand même. Hein. voilà, tout à fait. J'ai Donc été sélectionné effectivement, pour- et il va y avoir un drame qui va en même temps être votre chance, j'ai l'impression. Mhm. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette photo-là. Oui. C'est Ah oui. l'écrivain. Ah oui, Racontez-nous Vandermerch. cet épisode alors. Vandermerch. Vandermerch. Ah oui, bravo, oui. Oui, je le retrouve. Oui. Effectivement, vers 14 ans et demi, avant 15 ans, j'avais été sélectionné pour aller à Roland-Garros. Et il fallait un certificat médical pour dire qu'on était apte à le faire. Et je vois un médecin, le docteur Rinks, à Rabat, qui me passe en scopie et qui découvre sur mon poumon gauche une grosse caverne tuberculeuse. Et du jour au lendemain,
je ne suis pas allé à Roland-Garros, mais je suis resté couché pendant 1 an, puis traité pendant 3 ans. Et, mais bon, effectivement, quelque chose m'a l'air est bon, parce que tous mes copains qui étaient dans mon équipe de l'Olympique marocain sont devenus profs de tennis. Et moi, j'ai pas pu être prof de tennis. J'ai réussi à me rattraper autrement. Et oui, parce que pendant votre convalescence à la Ouais. tuberculose, vous lisez beaucoup, notamment Corps et âme, Voilà. de lui, de Van der Merch. Oui, c'est ça. Bien sûr qu'il y a eu le prix de l'Académie française. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand vous lisez Van der Merch? Eh bien, effectivement, j'étais déjà intéressé par la médecine, parce que chaque fois que mes parents parlaient de malades, j'écoutais très Ouais. attentivement. Mais malade moi-même, je lis Van der Merch, qui lui-même, ce prix Goncourt, a eu une tuberculose lui-même, et il décrit comment ça se passe dans les sanatoriums. Et finalement, je me dis, mais j'ai de la veine de ne pas être en sanatorium. Je ne suis pas en prison, je suis chez moi, dans un lit, mais pas en prison. Et le sanatorium, c'était quand même assez triste. Hein. Complètement. Et puis j'ai lu Les Hommes en blanc de Soubiran, Du docteur Soubiran, oui. qui m'a montré comment la vie dans les hôpitaux, le patron suivi par ses élèves, il raconte tout ça de façon magnifique. Et donc ça a contribué à ma vocation. Et donc, du coup, vous vous inscrivez à l'école de médecine. Voilà. Ben, je passe les bacs et ensuite je passe le concours d'entrée à l'école de médecine. J'ai la chance d'être major et d'avoir une bourse pour Paris, parce que orphelin de père, je n'avais pas beaucoup de moyens. Et même si mon grand-père m'aidait, aller à Paris pour faire ces études très longues. Donc j'ai réussi à Avoir cette bourse. cette bourse. Voilà, j'ai travaillé. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille à Paris tous les deux. Et Allez, voilà. venez, on Avec va voir ce que plaisir. ça va donner. Merci. Une fois que vous êtes à Paris, c'est par là Ok. que ça se passe. Ça va. Allez Claude, on a traversé la Méditerranée, on s'installe confortablement, Très bien. et donc vous arrivez à Paris, Oui. vous avez 18 ans, Mhm. et ça donne ça, quand vous avez 18 ans à Paris. Oui, c'est ça. Là, on est à la cité universitaire au sud de Paris. Exactement. C'est des bons souvenirs, vous avez l'air heureux. La vie est belle à cette époque-là. Ah bah oui, c'était magnifique. Je découvrais quelque chose de nouveau. La transplantation, parce que c'en est une, me convient parfaitement. Je suis avec des copains. Vous rigolez, Oui. mais vous travaillez aussi beaucoup parce que vous allez passer toutes vos années de médecine là, Oui. et vous allez toutes les réussir brillamment en fait. Oui, j'ai réussi. Oui. Non, mais pour quelqu'un qui était parti pour être professeur de tennis, Oui. vous découvrez ce talent de travail. Et comment ça se passe Comment vous... Eh bien oui, effectivement, je ne savais pas du tout en arrivant à Paris si j'allais être à la hauteur. Et finalement, je me suis aperçu que les autres étaient bien, mais moi aussi. Donc j'ai pris confiance progressivement. J'ai passé l'externat, qui est un concours, puis l'internat des hôpitaux de Paris, relativement facilement. Voilà. Et puis vous rencontrez un de vos maîtres. Ah ben voilà, et ça j'ai rencontré comme externe, je suis externe chez Pierre Mozziconacci. Mozziconacci. Sur le continent on dit Mozziconacci, bien entendu, que j'aimais beaucoup, qui était un grand prof, à la fois grand médecin, pédiatre, et en même temps agrégé de philosophie. À l'époque, ça se faisait comme ça, et très ouvert à la recherche. Je veux dire que j'ai beaucoup aimé, ça a été réciproque, et je suis devenu ensuite son interne, puis professeur agrégé dans son service. On va le retrouver justement. Mais là, on a bien compris que vous êtes plutôt en pédiatrie, un pédagogue exceptionnel, quelqu'un Oui. qui va vous marquer à vie. Et puis, au bout de quelques années, la pédiatrie ne vous suffit pas. Vous aimez plutôt l'immunologie. Qu'est-ce qui se passe avec l'immunologie L'immunologie était une science débutante à l'époque. Et j'ai été interne chez le professeur Jean Bernard pendant 1 an. C'est ainsi que j'ai débuté à m'interroger sur l'immunologie. Et finalement, effectivement, ça a été ma discipline. Tant et si bien que vous partez même la perfectionner, cette discipline. Eh bien, là où tout se passe, c'est là. Ah bah oui, effectivement. Je reconnais là Baroque Benacerraf,
qui Alors, sera nobelisé en 1980. Vous travaillez dans son laboratoire Oui. aux États-Unis. Oui. Tout est plus grand, tout est mieux aux États-Unis. Ah bah oui, tout est immense, tout est immense. Sauf que vous vous rendez compte de quelque chose quand vous êtes là-bas aux États-Unis, c'est que là, pendant un an, vous ne voyez pas un malade, en fait. Effectivement, je ne Hein, vois pas un c'est un malade peu le pendant un an. problème quand on est médecin. Oui. Oui, mais pour pouvoir faire de la recherche et s'imbiber vraiment de la rigueur, de la curiosité que la recherche nécessite, il faut être très ancré, il faut être très attentif. Et donc j'ai travaillé parce que sur des petits animaux, des souris et des rats, Pendant un an. pendant un an. Et moi, je me suis et je ne regrette pas parce que cela m'a ouvert beaucoup de voies. Et oui, parce que quand vous rentrez justement en France, eh bien, vous retrouvez Motikonac. Oui, Vous êtes chef de clinique et tous les deux, vous allez créer le département d'immunologie pédiatrique. voilà. D'hématologie et d'immunologie pédiatrique. Qu'est-ce que c'est ça, docteur Igeli? Alors, l'hématologie, Jean-Bernard l'avait créé lui-même il y a fort longtemps. Ce sont les maladies du sang, leucémie en particulier. Mais l'immunologie, c'est toutes les maladies qui concernent l'immunité. Et il y en a trois grandes. Les défauts de l'immunité, c'est-à-dire que pour des raisons de mutation génétique, un enfant naît sans moyen de défense. Il y a une auto-immunité, c'est-à-dire qu'on fabrique des anticorps contre soi-même. Et puis il y a les maladies inflammatoires, qui sont des maladies chroniques, douloureuses. Donc ce sont ces trois types de maladies qui m'ont beaucoup intéressé. Et finalement, on connaissait très peu de choses à l'époque quand j'ai commencé à travailler là-dessus. On connaissait si peu de choses que vous créez oui. ça. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est le prototype de la bulle. De la bulle, pour les bébés bulles. C'est une petite fille qui est à l'intérieur de cette bulle. Ça se passait en 1972. J'avais vu que, justement, les animaux dont je m'occupais quand j'étais à New York peuvent être élevés dans des conditions totalement stériles. On les appelle des souris ou des rats axéniques, ou germ-free en anglais. Et je me suis dit que cet enfant qui n'a aucun moyen de défense à On la appelle ça naissance, déficit immunitaire combiné sévère. sévère. Combiné sévère parce qu'il y a un défaut à la fois de la production d'anticorps et des lymphocytes T tueuses de bactéries. Et c'est ainsi que cette petite Sonia, qui avait eu 3 frères décédés de la maladie, on a fait le diagnostic très tôt et nous l'avons protégée dans une bulle qui est totalement était élevée dans un milieu stérile. Et donc, elle était parfaitement protégée parce que son défaut d'immunité n'avait aucune gravité dans la mesure où il n'y avait pas de bactéries ni virus à l'intérieur de la bulle. Et par conséquent, ça nous a laissé le temps de lui faire une greffe de moelle osseuse. Exactement. Et quand on fait la greffe de moelle osseuse, là, elle est sauvée. Et Voilà. elle est restée dans cette bulle combien de temps? Alors, à l'époque, on craignait de les faire sortir. Une fois que l'immunité était acquise, on ne savait pas si l'acquisition était complète ou partielle. Maintenant, on sait qu'au bout de 2 ou 3 semaines, l'immunité est suffisante pour sortir. Et elle est restée, elle, la pauvre, 6 mois. 6 mois. Mais quand elle est sortie, Ah, c'était un deuxième accouchement, en quelque sorte, oui. complètement, Oui. Ah oui, oui, c'est la gloire. Bah, Baby Sonia oui. Wall is at Kisses. Yes. C'est la gloire mondiale pour vous, là. Ben, oui, c'est pas la première greffe mondiale, parce qu'il y en a Non, une c'est autre. pas la première greffe. C'est ça, c'est la deuxième greffe au monde, mais évidemment, en France, c'était la toute première, et en Europe aussi. Donc, Complètement. Et surtout, cette Sonia, l'histoire est d'autant plus belle que qu'est-ce qu'elle est devenue, Sonia? Alors Sonia, maintenant à 46 ans, Oui. elle est professeure de biologie. Elle a 3 garçons parfaitement sains, en pleine santé. Et son frère Fawzi. qui était allé, Fawzi, oui, qui était à l'époque âgé de 4 ans, est devenu professeur de cardiologie. Et il est maintenant président de la Société de cardiologie de Tunisie. Et là, j'ai mis cette photo parce que la bulle, on a vu celle que vous avez construite de manière tout à fait artisanale. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça maintenant, hein, les bulles. Voilà, ce sont des bulles plus modernes, comme vous voyez, d'un nouveau look. Et là, je suis avec une infirmière qui s'appelle Nicole,
qui n'est plus à l'activité maintenant. Il y a à l'intérieur un enfant que je reconnais, qui s'appelait Nicolas, je ne donnerai pas son nom, bien évidemment, mais qui a été greffé et parfaitement... Je suis en relation encore avec lui, parce que j'ai toujours des relations avec Sonia, avec Nicolas et avec beaucoup d'autres. Et puis avec moi, il y a là, derrière moi, Alain Fischer, qui est mon élève principal et qui a pris ma suite. Et vous l'avez dit, Oui, vous ben avez voilà. participé à des greffes. Là, c'est Alors, pour la c'est- 5... Allez-y. C'est ça, c'était la 500e greffe. Sonia doit être dans le coin, je ne la vois pas, mais bon, la 500e greffe. C'est pris dans les jardins de l'hôpital Necker, là. Et maintenant, on a dépassé les 1000 greffes. Mais ça, c'est qu'une partie de ce que vous faites, parce qu'on aurait pu se contenter de ça. Mais Oui. un jour, vous recevez dans votre cabinet un petit Gabonais qui a un gros foie, Ah oui. une grosse rate, et vous dites, ça, c'est pas un problème immunologique. Oui, c'est un enfant qui avait un défaut complet d'immunité, lymphocytes tueurs et anticorps, et qui, curieusement, avait des ganglions. Et du coup, comme j'ai appris que la maman était hospitalisée dans un grand hôpital de Paris, on a su que c'était un sida. Et je pensais que l'enfant pouvait lui aussi être atteint de sida. Et avec Françoise Barré-Sinoussi, qui est devenue prix Nobel, vous savez, et qui a découvert avec Luc Montagnier le virus du sida, nous avons trouvé chez le petit enfant le virus. Et nous avons ainsi démontré la transmission du virus de la mère à l'enfant. Et ça se passe comme ceci, justement. Vous l'expliquez, la transmission du virus de la mère à l'enfant, ça se passe dans 30% des cas, Oui, je c'est crois. ça. hein. Oui. Mais grâce à cette découverte, notamment, Oui. aujourd'hui, l'enfant n'est plus contaminé par le sida. Effectivement, maintenant, on peut très bien traiter les mamans par la trithérapie et l'enfant naît sans virus. Vous allez devenir le président directeur de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, Oui, tout à fait. pendant quelques années. L'INSERM, juste, on va pendant 5 dire, ans, oui. c'est 10 000 personnes et 4 000 chercheurs. Vous allez être conseiller de Douste Blazy, conseiller de Fillon, conseiller du ministre du président de la République. Une Oui. carrière phénoménale, Oui. mais pas que. Et pour parler de tout ce que vous avez fait encore, on va aller dans une autre pièce, si vous le voulez bien, Claude. Allez, Très bien. venez avec moi. Parfait. Dernière pièce, Claude. Il y a des surprises derrière chacun de ces écrans. Ouais. On va commencer par celui-ci, tiens, Bon. si vous le voulez bien. Ouais. Donc, on l'a bien compris, vous êtes assez devenu rapidement médiatique, demandé sur les plateaux de télévision. Ouais. Et j'en ai la preuve. Regardez, un petit retour en arrière. Ah. Pour un hôpital pédiatrique, la création d'une maison des parents permettant que les parents, pendant que leur enfant est hospitalisé, soient là, puissent coucher sur le site hospitalier sans être obligés d'aller dans les hôtels environnants, etc., me paraît déjà une réalisation concrète que l'on devrait réaliser dans tous les hôpitaux pédiatriques de France et de Paris en particulier. Et bien voilà, j'espère que la collecte de fonds permettrait une telle réalisation, mais il y en a beaucoup d'autres. 1989, vous Exact. faites une promesse. Oui. tout à Magie de la fait. télévision, 30 ans plus tard. Il a fallu du temps pour créer ce premier espace. Mais je forme le vœu que cet espace, la suite, il y en aura de partout, rapidement, dans tous les hôpitaux de France. Tout à fait. Vous avez fait ce que vous aviez dit. Oui, oui. Les pièces jaunes avec Bernadette Chirac, c'est Exact. vous qui êtes à l'origine de ça aussi, Oui. Claude Krigel. Oui, tout à fait. On a eu cette chance de créer quelque chose qu'on n'imaginait pas à ce point, devenu quasiment un must. Une institution. Oui, une institution. Depuis 30 ans, vous avez récolté près de 30 millions d'euros, Oui, exact. c'est-à-dire à peu près 20 tonnes de pièces jaunes. Oui, quelque chose comme ça, oui. Et ça sert à quoi? Ça sert concrètement à aider la famille des enfants malades. C'est le bien-être de la famille et de l'enfant en particulier, lorsqu'il est malade, lorsqu'il est hospitalisé, qu'il ne soit pas soumis à cette double peine qu'il y a, d'une part, d'avoir une maladie et
de ne plus être chez lui, de ne pas bénéficier de ses jouets, de l'éducation, des possibilités d'évasion. Donc tout ça, nous l'avons créé effectivement pour que l'enfant puisse mieux accepter sa maladie, mieux être l'acteur de sa propre guérison. Parce qu'il n'y a pas de médecine sans vraiment suivi social. C'est aussi votre credo, ça. C'est pour ça que j'ai parlé volontairement tout à l'heure de vous n'avez pas vu de malade aux États-Unis. Oui, oui. Le malade est important quand on est médecin. Bien sûr, Nathalie, bien sûr. C'est-à-dire qu'au fond, il faut trois choses. Il faut de la clinique, de la recherche et de l'humanisme. Et la médecine, c'est ça. Ce sont ces trois grands facteurs ensemble. Effectivement, les pièces jaunes, c'est le côté humaniste du pédiatre, en tout cas, puisque c'est fait de l'enfant pour l'enfant. Deuxième écran, si vous le voulez bien, restez là. Je vais me mettre, moi, de ce côté-là. Quand je vous montre cette photo... Ah oui, imagine. Imagine, alors là, on est à l'extérieur. Imaginez ce que c'est, voilà. Voilà, ben on va rentrer à l'intérieur et vous allez nous dire ce que c'est qu'Imagine. Ah voilà. Oui. Imagine, bien, c'est effectivement un institut dans lequel il y a maintenant 500 personnes, médecins, chercheurs, techniciens, ingénieurs qui travaillent ensemble. Ici, par exemple, vous avez au rez-de-chaussée les différents étages où se trouvent les laboratoires, les patients qui sont ici et qui attendent de voir le médecin, et avec lesquels ils auront des examens biologiques, bien entendu, qui vont être réalisés, peuvent regarder en l'air et ils voient tous les chercheurs qui travaillent là-haut. Et les chercheurs, quand ils se plongent vers le bas, voient ces malades, les patients, pour lesquels finalement ils cherchent à trouver de nouvelles méthodes pour pouvoir guérir ou au moins soulager. 40 000 qui passent là au rez-de-chaussée. Exactement. 40 000 patients supposés atteints de maladies génétiques, et la très grande majorité sont atteints de maladies génétiques. Maladies génétiques, aujourd'hui, il y en a 300 à peu près, non? Je me trompe ou pas? Pardon, beaucoup plus. Beaucoup plus. Ah, beaucoup plus. Il y a alors 300 maladies qui concernent l'immunité. Qui concernent l'immunité, voilà, c'est parce que c'est là-dessus. 300 maladies qui concernent l'immunité. Mais près de 8000 maladies différentes qui touchent des mutations des gènes. Et 300 seulement, mais il y en a peut-être 400 un jour ou 500 un jour, quand on aura encore trouvé d'autres choses. Aujourd'hui, 300 concernent les maladies pour lesquelles je me suis engagé il y a maintenant tellement de temps, et pour lesquelles mes successeurs continuent. Et 300 dont celle-ci, ah, dont oui. Le syndrome de Grigeli. Vous avez même un syndrome à votre nom. Ben oui, c'est pas Claude. moi qui l'ai donné. Hein. C'est pas moi qui l'ai donné, c'est une petite enfant qui était arrivée dans mon service avec un défaut d'immunité et en même temps un albinisme, c'est-à-dire que les cheveux étaient gris argentés. Et il y a des cellules de l'organisme qui ont un défaut tel qu'il y a un défaut de l'immunité et un défaut de la répartition pigmentaire. Et donc, effectivement, j'ai écrit cette maladie comme une maladie nouvelle. Et puis, c'est le deuxième qui avait une autre maladie comme ça aux États-Unis, qu'il a appelé le syndrome de Grigeli, puis la maladie de Grigeli, en effet, de Grigeli, comme on dit chez nous, Grigeli. Eh bien, tiens, en Corse. Oui. On va y repartir sur cet écran, si vous le voulez bien. Oui. Mais avant de partir en Corse, on va faire un petit détour. Mais par là, si vous le voulez bien. Oui. Vous êtes le seul médecin français à faire partie de l'Académie des sciences de Rabat. Tout à fait, Et effectivement. vous ne vous contentez pas de ça, de participer. Vous aussi, vous travaillez à un hôpital là-bas aussi, où vous développez encore pareil. Mais il y a une toute jeune université, Oui. avec un hôpital et une université, qui est public-privé, qui a des promotions très intéressantes, parce qu'il n'y a que 130 étudiants par année. Ils en sont à la 5e année. Ils m'ont demandé de les aider pour les activités de recherche. Et bien évidemment, comme ce que je faisais pour Imagine, je suis en train de le refaire maintenant au Maroc. Et je trouve que c'est assez sympathique parce que le Maroc est un pays où il y a une grosse consanguinité. Vous savez qu'en France, la consanguinité est de 0,5% seulement. Elle est de 16% au Maroc. Et alors qu'il y a 3 millions de personnes qui sont concernées par les maladies génétiques en France, il y en a peut-être encore plus
au Maroc, alors qu'il y a beaucoup moins de population, qui n'est que de 39 millions par rapport à la nôtre qui était à 69 millions. Et donc, travailler sur les maladies génétiques et tenter de les prévenir, parce qu'on peut maintenant aussi les prévenir, c'est important. Voilà. Ce qui veut dire que si on ferme nos frontières, c'est peut-être pas bon signe pour la santé d'une population. Bien évidemment, Hein? bien entendu. On Faut peut être très on peut ouvert. le dire comme ça aussi. Oui, oui, oui. Allez, le Maroc, où vous vivez aussi, Ben oui, avec elle, Apollonia. Apollonia qui est d'origine allemande. Oui, et pour les intimes, on l'appelle Loni, mais c'est Apollonia. Voilà. Et Ça fait 60 ans de mariage, ça fera 60 ans le 4 août. le 4 août prochain, 60 ans de mariage. Et je l'avais promis, eh bien justement avec Apollonia qui adore voilà. la Corse. C'est quoi ça? Ça, c'est notre maison à Cervione, voilà. La partie maternelle de la famille, hein. c'est Les la Virgites partie étaient de Cervione. Voilà, les Virgites, c'est la maison, on l'appelle la maison Virgite de Cervione, et notre appartement est au 3e étage. Qui était fermé là, donc vous n'étiez pas. Vous y allez à quelle régularité d'ailleurs à Cervione? Ben, en tout cas, chaque année, mais on est plus volontiers au bord de la mer. Eh oui, vous êtes plus volontiers là. Là? C'est là? Oui, c'est là nous sommes. Vous Voilà. préférez être là? Ben, écoutez, 2 mois par an, notre famille est là. Moi, j'y vais souvent, sauf quand j'ai encore des activités. Mais enfin bon, bref, c'est magnifique. Vous avez dit 2 choses qui m'intéressent. C'est là où vous vous reposez 2 mois par an, effectivement, Oui, oui. et vous avez encore des activités. Vous avez 83 ans aujourd'hui, Claude Grigel. Il y a quelques jours, oui. Vous êtes encore par Mons et par Vaux. Mhm. C'est quoi votre secret pour continuer d'enseigner, pour Ouais. continuer d'avoir toute cette activité? Le secret, c'est de ne pas s'arrêter. C'est de ne pas s'arrêter de travailler jusqu'au bout. Moi, je trouvais que j'ai un secret en 3 parties. Gérer son stress, faire du sport et rester curieux et réfléchir. Voilà, c'est ça. Vous nous avez donné la recette, la recette de l'immortalité, là. Ben, j'espère. Allez, vous savez, on finit cette émission avec un selfie. Si vous, Oui, vous en faites très de bien. temps en temps ou pas? Oui, ça vous Le arrive? selfie, oui, ça m'arrive. Oui, Bon, ça m'arrive, allez. oui. Bah alors, vous savez quoi faire. On sourit. Hop, Bravo. voilà. Merci. Merci. Infiniment, professeur. Merci C'est à vous, vous. C'est vous le meneur. Moi, je ne suis que le suiveur. Et continuez ainsi, j'ai rien d'autre à dire. moi. Merci. Vous êtes très gentil. Au revoir. Merci. Au revoir.